Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire Alcool et genre. Très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. En fait, on a décidé justement de se pencher sur l'intersection de l'alcool et du genre pour justement mettre en lumière là, différentes réalités, inégalités aussi qui sont vécues en lien en fait avec finalement les impacts de l'alcool, mais aussi donc les normes de genre. Alors, très heureuse de pouvoir aussi joindre finalement l'ASPQ, l'Association pour la santé publique du Québec, avec la chaire de recherche Tradis aujourd'hui. Merci à Anthea, Georges et Mathieu qui sont avec nous pour pouvoir justement partager finalement le fruit de leur réflexion, des résultats de recherche aussi qui ont été rendus dans les dernières semaines. En fait, justement, pour introduire un petit peu Alcool et genre, je pense que je tiens à souligner aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de questions d'actualité qui traitent du genre actuellement, qui sont préoccupantes aussi. On a vu aussi dans les dernières années, entre autres, ou particulièrement dans les derniers mois, même des grands brasseurs multinationales sortir en retirant leur programme d'équité, diversité et inclusion, entre autres alors que ça avait été affiché comme une image de marque là, qui démarquait vraiment, par exemple, le marketing en matière d'alcool à travers les dernières années. Donc, c'est des questions qui, je crois, doivent être suivies de près. Donc, de notre côté, aujourd'hui, on va traverser trois grands pans finalement qu'on souhaite partager avec vous. La première, de pouvoir creuser au niveau de l'alcool et des femmes, donc à travers le projet Alcool et féminin que Anthea et moi allons présenter dans les prochaines minutes. Ensuite, on sera avec Mathieu Goyette pour regard sur l'évolution des normes entourant la sexualité, le genre et l'alcool. Puis avec Anthea et Georges, justement, pour la consommation chez les jeunes queer, donc l'influence de la stigmatisation, à travers laquelle, finalement, il y a justement une nouvelle recherche qui a récemment été publiée. Donc, on partagera aussi le lien avec plaisir là, suite à la présentation, qui est enregistrée pour le moment. Et on garde en fait un moment pour une période de questions là, où on se permettra d'arrêter l'enregistrement pour vraiment favoriser les échanges. Donc, n'hésitez pas à pouvoir noter vos questions en cours de route, les interventions que vous souhaitez faire aussi au fur et à mesure. Et ça va nous faire plaisir de pouvoir rebondir là-dessus aussi en fin de présentation aujourd'hui. Donc, le projet Alcool au féminin, peut-être pour introduire plus spécifiquement, là, on a lancé la plateforme le 26 novembre dernier, donc tout juste avant les fêtes. C'est l'aboutissement d'un projet de 2 ans, en fait, qui a été mené justement avec l'Association pour la santé publique du Québec dans l'équipe de substances psychoactives. Puis, en fait, notre objectif était d'entrée de jeu de pouvoir rebondir sur des tendances qu'on observait au niveau de la population. C'est-à-dire que la consommation, si on regarde un petit peu plus du côté gauche de l'écran, entre finalement les femmes et les hommes, hein, parce que ce sont les deux seuls sexes qui sont en ce moment monitorés là, au niveau des données qu'on a qui sont accessibles en matière d'alcool et de genre de façon générale au Canada, au Québec. En fait, ça est demeuré assez stable là, depuis les années 2013-2014. Par contre, là où on a vu une grande différence, c'est au niveau de l'évolution des données pour tout ce qui concerne la consommation élevée en une occasion. Donc, c'est-à-dire le fait de prendre, par exemple, chez les hommes, plus de 5 verres en une occasion, chez les femmes, plus de 4 verres en une occasion. C'est des standards là, qui ont été établis au niveau pan-canadien comme référence. On parle souvent, là, les termes sont utilisés pour dire consommation excessive ou abusive. Là, on va le retrouver comme ça dans plusieurs écrits. Puis ce qu'on a remarqué donc, c'est que chez les femmes, il y a quand même eu une augmentation assez marquée de 9,4 là, depuis le début des années 2000, alors que chez les hommes, c'est resté relativement stable. On voit aussi des tendances même qui se démarquent au niveau des jeunes femmes en général. Puis d'ailleurs, dans la dernière enquête finalement québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, donc avec une enquête qui était menée en 2022-2023, ce qu'on remarquait, c'est justement que les filles avaient surpassé même les garçons en termes de consommation justement d'alcool en général et de consommation élevée en une occasion. Donc, c'est quand même une nouvelle tendance là, qui n'était pas présente justement auparavant, puis auquel on s'intéresse pour voir plus largement qu'est-ce qui influence cette consommation-là
Qu'est-ce qui, dans notre environnement, justement, va pouvoir avoir des impacts là, en général sur ces tendances de consommation-là? On parlait de marketing tout à l'heure, ça fait partie d'une des facettes. Là, on va y revenir un petit peu plus loin, mais c'est certain qu'on remarque qu'il y a plus de marketing ciblé. Donc, justement, ça fait partie des éléments qu'on observe qui peuvent avoir des impacts sur les déterminants de la santé, donc la consommation de substances en général. Donc, pourquoi, en fait, alcool au féminin? On s'est rendu compte donc qu'à consommation égale, finalement, les effets, les risques étaient différents entre les genres. Puis, on s'est penché justement sur finalement, dans une formule de recherche-action où on a vraiment mobilisé un comité de citoyennes autour du projet, un comité aviseur aussi, là, avec plusieurs organismes qui travaillent dans le milieu pour vraiment informer, outiller les femmes aussi pour soutenir des choix éclairés en termes de consommation d'alcool. Donc, notre objectif étant aussi de se centrer justement à savoir quelles sont les tendances qui se démarquent, puis comment est-ce qu'on peut justement les rendre accessibles pour permettre à tout le monde de, un, connaître les enjeux ou certains effets, par exemple, qu'elles peuvent vivre, puis aussi être en mesure d'éventuellement faire des appels à l'action pour réduire certains enjeux comme la stigmatisation, des enjeux de sécurité aussi, par exemple, que peuvent vivre les femmes en général. Donc, pour le projet, en fait, au niveau de la démarche, on a vraiment commencé par recenser évidemment les données, la littérature. On a aussi mené un sondage, donc, qu'on dit omnibus, donc un sondage vraiment à travers des questions auprès par exemple, 1000 personnes là, au niveau de la grande population du Québec, autant donc des personnes de tous les genres, finalement, qui étaient menées, un sondage qui était conçu avec des questions par la SPQ menée par Léger. Ça nous a permis donc d'aller voir aussi des différences de perception, par exemple, entre les hommes et les femmes dans ce cas-ci. Malheureusement, on est limité parfois par les options des sondages là, qui n'incluent pas encore, dans certains cas, la diversité sexuelle et de genre. Donc, d'où l'intérêt de pousser les recherches aussi un petit peu plus loin. Puis, on a mené aussi un sondage auprès des femmes spécifiquement, donc pour voir quelles étaient leurs perceptions, justement au niveau du sentiment de sécurité, par exemple, ou en général là, des motifs de consommation. Donc, ça nous a amené vraiment à dégager différents enjeux. On a produit aussi une enquête de terrain pour vraiment analyser dans l'environnement bâti, donc autour de nous, visuellement, dans l'espace public, dans les bars, au niveau des produits aussi, des boissons alcoolisées. Qu'est-ce qu'on voit qui pourrait justement être des stratégies ciblées envers les femmes spécifiquement? Et on en a vu quand même beaucoup s'en démarquer. Donc, on voit que c'est potentiellement des stratégies qui sont de plus en plus utilisées aussi là, au fil des années. Et donc, on s'est orienté aussi vers un sondage auprès des organismes là, pour vraiment, entre autres, les organisations qui travaillent auprès des femmes ou en dépendance, voir qu'est-ce qu'ils observent comme enjeux, comme besoins aussi également. Et donc, tout ça nous a amené à produire évidemment un rapport là, sur l'ensemble des données collectées, à partir duquel, finalement, notre but était de formuler des messages clés avec les femmes, donc avec des citoyennes, justement, qui nous accompagnaient depuis le début du projet. Puis pouvoir le transposer aussi dans des pistes d'action. Donc, à ce stade-ci, j'ai envie de dire qu'on ouvre une première boîte de Pandore, mais on est en attente là, actuellement pour voir s'il y a un autre projet qu'on pourrait justement mener, notamment au niveau de finalement s'assurer d'implanter davantage de mesures pour sécuriser les femmes dans les milieux de consommation, entre autres. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui serait possible, mais on verra ce qui démarre au niveau du financement par projet, en collaboration avec d'autres organismes là, communautaires, justement pour s'assurer qu'on puisse vraiment agir finalement sur ces inégalités de genre. Alors, on a créé vraiment des outils, puis justement la plateforme Alcool au féminin, sur lequel on a mis en lumière finalement quatre grands axes qui se dégageaient là, au niveau justement des données de recherche. Alors, de notre côté, il y avait tout le volet au niveau de la santé qui mettait en lumière, entre autres, finalement, que certains risques liés à la santé, pas tous et toutes, mais certains qui sont quand même plus élevés justement chez les femmes, dont le lien avec le cancer du foie, en fait, les maladies du foie, puis le cancer du sein également, pour se rendre compte aussi que plusieurs femmes, notamment, ne sont pas informées finalement de ces risques-là. Donc, c'est clair que nous, à la SPQ, on postule finalement
qu'il serait plus que pertinent vraiment de rehausser les efforts de prévention là, en matière d'alcool. On le fait pour d'autres substances au Québec, mais il n'y a pas actuellement de mesures financières ou de politiques dédiées en matière d'alcool. Donc, c'est clair qu'on pense qu'il y a beaucoup qui pourrait être à faire justement pour s'assurer, du moins d'assurer justement une information éclairée auprès des personnes sur les effets, les risques, les bénéfices perçus aussi par les personnes. Donc, on essaie d'avoir une approche qui allie à la fois prévention, promotion de la santé, réduction des risques également. Puis au niveau de la sécurité, donc ce qui sortait énormément, c'était justement le fait que 8 femmes sur 10 quand même affirmaient ne pas se sentir en sécurité dans les bars. Donc ça, c'est issu justement du sondage qu'on a mené auprès des femmes. C'est la première fois qu'on avait des données aussi frappantes là, à ce niveau-là spécifique au Québec. Donc, c'est clair que pour nous, c'est une réalité qui est inacceptable. On est au Québec et on devrait pouvoir justement s'assurer de sortir en, en toute liberté, sans craindre là, pour notre sécurité également. Donc, notamment au niveau de la sécurité, il y a différents éléments, mais la crainte d'avoir des intoxications, donc de se faire glisser des substances dans son verre à notre insu, par exemple, peut mener à adopter des comportements pour tenter de se protéger aussi. Et c'est ce qu'on a observé. On va y revenir là, tout à l'heure en naviguant les différentes sections du site. Et puis, au niveau de la stigmatisation, vraiment, on a vu que justement davantage de femmes, donc 7 sur 10 rapportaient qu'elles sont jugées plus négativement que les hommes. Donc, c'est quand même une préoccupation qu'on a à se dire, mais la perception sociale est encore très, très, très différente, même en date d'aujourd'hui, malgré les avancées aussi à travers les années sur même la place des femmes dans les bars, chose qui était interdite auparavant, on va y revenir. Mais quand même, donc ça laisse vraiment, ça ouvre en fait à plusieurs questions au plan des normes sociales pour lesquelles Mathieu va rebondir dans quelques minutes. Puis au niveau du marketing, en fait, tout ce qui concerne la publicité ciblée, comme on y faisait référence au début, en lien avec la consommation d'alcool, en fait, on sait que ça va avoir une influence sur l'augmentation de la fréquence puis de la quantité aussi d'alcool qui est consommé. Donc, on se pose forcément la question à savoir est-ce que c'est réellement éthique aussi de faire du marketing ciblé envers un groupe pour qui finalement on sait qu'il y a des effets supplémentaires adverses au niveau de la santé, de la sécurité, de la stigmatisation. Donc, évidemment, ça fait partie des réflexions qu'on a eues. Et puis, on est sorti quand même justement dans les médias à travers les derniers mois pour pouvoir visibiliser ces enjeux-là, pour réaliser aussi qu'il y a également des producteurs dans l'industrie de l'alcool qui ne sont pas au courant, en fait, de ces effets-là sont plus marqués chez les femmes. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion beaucoup plus large, même qui est engrangée avec l'ensemble des acteurs, des actrices, justement, et est-ce que la prévention devrait même s'adresser à tout l'ensemble des parties prenantes? Je pense on reste sur notre fin, mais ça reste des pistes super intéressantes là, à explorer pour la suite des actions qu'on pourrait mettre en place. Donc, à ce stade-ci, on a parlé des différents outils. Dans les outils justement, qui ont été créés, en fait, on a créé une série d'infographies, un vidéo aussi qui appelle à l'action pour illustrer un peu les principales inégalités, là, justement, entre les genres. Et on a donc diffusé également donc, 3 webinaires, celui-ci aussi étant le dernier dans le cadre du projet Alcool au féminin, mais on espère le premier de plusieurs sur l'alcool et le genre en partenariat justement avec d'autres organismes. Puis en fait, on voit aussi que la création du site web pour l'instant là, engendre quand même beaucoup d'intérêt, beaucoup même j'ai envie de dire, de surprises. Donc, même en entrevue, parfois, les animatrices nous mentionnaient, je n'étais pas au courant tu sais, de l'effet, par exemple, au niveau du cancer du sein ou des liens qui peuvent exister. Donc, le but n'étant pas évidemment d'inciter à réduire la consommation, mais plutôt de se dire, soyons au moins au fait de ces informations-là et tentons d'agir sur des mesures collectives aussi, justement, pour réduire les inégalités sur lesquelles on peut avoir action là, au niveau de notre portée sociale. Alors, je cède la parole à NTA pour présenter un petit peu les différents éléments du site web qui regroupent finalement la majorité du contenu là, qui a été diffusé jusqu'ici à partir des recherches qu'on a menées.
Oui, donc voilà pour le site web. En fait, on a vraiment voulu créer une plateforme qui allait permettre de recenser toutes les informations qu'on a pu rapporter à travers notre projet Alcool au féminin. Donc, c'est une plateforme qui vise en fait à informer et outiller pas juste les femmes, mais aussi la population en général sur les différents impacts de la consommation d'alcool sur la vie des femmes. Et donc, comment on l'a organisé, c'est on a donc trois sections informatives qui incluent donc des témoignages de femmes, des quiz pour intégrer un peu plus les notions qui sont présentées et des liens vers des ressources qui sont en lien avec les quatre grands thèmes en fait du projet Alcool au féminin. Donc, les quatre grands thèmes, on a une page donc sur la santé globale, donc qui aborde en trois volets, donc la santé physique, la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale et psychologique. On a une page aussi qui se penche sur les enjeux en lien avec la sécurité. euh, des femmes dans les milieux de consommation. On a une page sur les impacts en fait de la stigmatisation que les femmes subissent en lien avec leur consommation d'alcool. Puis aussi une page sur les stratégies de marketing d'alcool qui ciblent les femmes. On offre aussi un répertoire de ressources utiles en lien avec les thématiques qui sont abordées sur le site web. Puis on a aussi une page, donc la page Je veux aider, où est-ce qu'en fait on propose des recommandations pour s'impliquer et faire une différence pour la cause. Donc on s'adresse tant à des intervenants du milieu de la santé ou des services sociaux, des personnes qui travaillent dans les milieux de consommation. Euh, Également, pardon, les personnes du milieu du marketing et aussi tout simplement la population générale, donc les personnes qui désirent être alliées à la cause. On a aussi fait traduire le site web en anglais pour pouvoir aller rejoindre une population qui est en dehors de la francophonie. Donc, c'est cela. Donc, on a sur la page, en fait, qui aborde la santé reproductive et sexuelle, on aborde donc des enjeux en lien avec l'alcool et la grossesse. Donc, notamment le fait qu'il y a plusieurs impacts de la consommation d'alcool sur le fœtus. Principalement, bon, le risque de développer un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, le TSAF, une augmentation des risques de fausses couches, de contraction ou d'accouchement prématuré, ainsi que d'autres complications. Mais il y a aussi des risques donc, après la grossesse. Donc, la consommation d'alcool peut contribuer à diminuer la production de lait maternel, puis ça peut aussi affecter donc, le cycle de sommeil du bébé. Euh, on apporte aussi certaines nuances. Donc, on sait que idéalement, donc, il est recommandé d'arrêter la consommation d'alcool pendant la grossesse, mais il y a des risques qui peuvent être associés à un arrêt total quand on fait face à des enjeux de dépendance à l'alcool. Donc, on précise quand même que c'est important d'aller consulter des professionnels de la santé pour s'assurer de ne pas tomber en sevrage, qui pourrait être aussi très néfaste pour le fœtus. Au niveau de la fertilité, donc, on s'est rendu compte que les études ne sont pas en mesure de prouver l'effet direct de l'alcool sur la fertilité des femmes, mais on sait par contre que les maladies du foie peuvent affecter la fertilité. Sinon, la majorité des études donc, démontrent que la consommation d'alcool du père avant la procréation peut contribuer au développement du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Donc, on se rend compte, en fait, avec ces données-là, que la consommation d'alcool avant, pendant et après la grossesse est une responsabilité partagée et qu'on ne devrait pas remettre toute justement cette responsabilité-là sur le dos du parent qui porte l'enfant. On aborde donc aussi les enjeux en lien avec la consommation d'alcool et la sexualité. Donc, on a pu constater qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rapporter des expériences positives en lien avec la consommation d'alcool dans des contextes de sexualité. Mais il y a aussi plusieurs aspects plus négatifs, là, si on veut. Donc, ça comporte certains risques. Déjà, on voit que la consommation d'alcool a un impact sur certaines fonctions sexuelles. Donc, on observe une diminution de la lubrification chez la femme, une diminution des sensations physiques et une diminution des orgasmes. Mais il y a aussi des risques qui sont associés à la sécurité et à la santé sexuelle, forcément. Donc, le risque de contracter ou de transmettre des ITSS, mais également le risque d'être victime de violences sexuelles ou physiques. Puis sur cette page-là, on a tenté de diversifier un petit peu les données en abordant quelques données sur la consommation d'alcool chez les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres.
Donc, ensuite, pour ce qui est de la page sur la santé physique, donc, on aborde le principe de métabolisation d'alcool pour expliquer un peu c'est ça, qu'est-ce qui permet d'expliquer la différence au niveau des impacts de la consommation d'alcool sur la santé des femmes. Donc, pour une même quantité d'alcool, on sait que les femmes atteignent généralement un niveau d'alcoolémie qui est plus élevé que les hommes si on prend juste en compte l'influence du sexe biologique. Donc, ça s'explique par plusieurs facteurs physiques, notamment la taille du foie qui est généralement plus petit chez la femme. Donc, ça ralentit le processus de métabolisation. Le pourcentage de graisse est plus élevé aussi dans le corps des femmes en général, puisque l'alcool se dilue dans l'eau. Donc, il y a moins possibilité de dilution dans le corps des femmes et ça augmente la concentration de l'alcool dans leur sang. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que les femmes sont plus à risque de développer des maladies du foie, en plus du cancer du sein. Surtout que l'alcool est classé comme une substance cancérigène. Euh, mais l'alcool a aussi des impacts au niveau du cerveau. Donc, ça contribue au développement de troubles cognitifs, troubles du sommeil et autres. On aborde aussi rapidement la question du mythe de les bienfaits de l'alcool sur la santé cardiovasculaire. Donc, malheureusement, c'est une fausse croyance. Il y a plusieurs études qui démontrent qu'en effet, il y a pas d'avantage cardiovasculaire à consommer de l'alcool. Mais malgré ça, il y a quand même certains médecins et professionnels de la santé qui vont continuer à faire perpétuer cette fausse croyance. Pour ce qui est de la santé mentale, donc, on voit que les femmes sont généralement plus susceptibles de consommer de l'alcool pour diminuer les émotions négatives, notamment comme le stress ou l'anxiété. Puis il y a beaucoup de concomitance, en fait, entre les troubles liés à l'alcool et les troubles de santé mentale, chez les femmes, notamment en lien avec les troubles anxieux et la dépression. On voit aussi donc qu'au Canada, les femmes sont vraiment plus nombreuses à avoir une prescription de sédatifs sous ordonnance. Donc, elles sont donc plus à risque en fait d'avoir des enjeux liés à la consommation conjointe de médication et d'alcool. Donc, on prend quand même euh, un espace sur la plateforme pour faire la prévention du risque de la consommation d'alcool et de médicaments. Pour ce qui est de la sécurité, donc comme Kim nous a dit tantôt, on a eu des données assez frappantes, comme le fait qu'il y a 8 femmes sur 10 qui ne se sentent pas en sécurité dans les bars au Québec. Donc, on a jugé que c'était vraiment un aspect important à aborder dans le cadre du projet. Donc, on sait que la consommation d'alcool, même si c'est associé à des moments festifs et à la socialisation en général, puis à certains aspects positifs, c'est aussi malheureusement il y a des risques d'augmentation de risques de perpétrer ou de subir des violences dans les contextes de consommation. Et malheureusement, les violences en contexte de consommation sont beaucoup plus souvent dirigées vers les femmes. Donc, ça met vraiment de l'avant l'importance de mettre des mesures en place pour assurer la sécurité des femmes dans les lieux de consommation. Une autre statistique qu'on a eue, qui est sortie de nos sondages populationnels très frappante, c'est que plus d'une femme sur trois rapportait consommer plus rapidement leur boisson alcoolisée dans les lieux publics par crainte que quelqu'un glisse de la drogue dans leur verre. Donc, on a décidé de se pencher aussi sur cette question-là qui est très importante. On parle beaucoup donc de la soumission chimique par le GHB, mais c'est important de savoir qu'il y a aussi beaucoup d'autres substances qui sont mobilisées à des fins similaires, notamment la kétamine ou la MDMA. Mais ce qui est encore plus important, c'est de se rappeler que les agressions qui sont facilitées par la drogue sont le plus souvent, en fait, ont le plus souvent uniquement lieu en présence d'alcool et donc pas nécessairement de GHB, de MDMA ou de kétamine. Donc, ça montre qu'il y a vraiment des enjeux spécifiquement liés à l'alcool et la sécurité des femmes. Au niveau du marketing, donc, on aborde différentes stratégies qui sont mobilisées par les compagnies de marketing pour cibler spécifiquement les femmes. On expose aussi donc les résultats de notre enquête terrain. Puis, on aborde aussi la question des soirées de dames, qu'on connaît aussi sous le terme de Ladies Night, qui sont dans le fond des stratégies de promotion qui visent à offrir donc des rabais ou des entrées gratuites, des consommations gratuites aux femmes. Et donc, non seulement on aborde donc le risque direct sur la sécurité
sécurité des femmes et la santé à travers ces stratégies de marketing-là, mais aussi la question éthique derrière ça, qui finalement, ce genre de stratégies vont mobiliser les femmes comme stratégie de marketing pour aller solliciter davantage les hommes. Donc, c'est important de prendre aussi conscience de ce genre de double stratégie-là, un peu plus insidieuse. Tout à l'heure, Kim a mentionné rapidement l'historique là, de la consommation d'alcool des femmes au Québec. Donc, on voit qu'en 1937, les tavernes étaient interdites aux femmes. C'est seulement en 81 qu'il y a eu l'obligation d'ouvrir leurs portes aux femmes. Donc, c'est à partir à peu près de cette période-là que les femmes sont devenues vraiment une nouvelle cible pour l'industrie de l'alcool et qu'on a vu une diversification des stratégies publicitaires mises en place pour inciter à la consommation d'alcool chez les femmes. Donc, c'est vraiment à travers cet historique-là qu'on voit qu'il y a vraiment eu une féminisation de la culture de l'alcool et donc que ça a contribué à l'augmentation des stratégies publicitaires visant spécifiquement les femmes. Puis finalement, pour ce qui est du sujet de la stigmatisation, donc, comme Kim vous a dit tout à l'heure, on a vu que 80% des répondantes à un de nos sondages affirmaient que les femmes sont jugées plus négativement que les hommes quand elles sont intoxiquées à l'alcool, ce qui est quand même énorme. Et donc, déjà que les femmes font face à davantage de stigmatisation par rapport à leur consommation d'alcool, c'est encore pire pour les femmes qui sont parents, donc notamment les mères et les femmes enceintes, sont jugées beaucoup plus sévèrement quand elles consomment de l'alcool parce que ça répond pas vraiment à notre idée préconçue de ce qui est une mère idéale. Pourtant, on voit le double standard parce qu'à l'inverse, en fait, un père qui va avoir tendance à consommer de l'alcool pour relâcher la pression, c'est vu comme quelque chose de beaucoup plus acceptable. Donc, déjà que les femmes sont déjà davantage stigmatisées avec leur consommation d'alcool, celles qui vivent avec un trouble lié à l'alcool vivent encore plus de stigmatisation et c'est encore une fois pire pour les mères ou les personnes enceintes. Il y a aussi beaucoup davantage de risques de perte de la garde des enfants pour les femmes qui ont un trouble lié à l'alcool. Et donc, toutes ces pressions cumulées vont contribuer à freiner la recherche d'aide des femmes qui consomment de l'alcool. Fait qu'on voit que c'est important, en fait, de créer des ressources, davantage de ressources qui vont être mieux équipées pour soutenir les femmes en prenant en considération les différents facteurs qui ont une influence sur leur consommation d'alcool. Donc, grosso modo, c'est ça. Pour en savoir plus, prendre connaissance de nos recommandations, notre répertoire de ressources, les témoignages, etc., vous pouvez aller visiter le site web directement. Et donc, voilà, puisque la plupart des données qu'on a dans ce projet-là, malheureusement, sont très binaires, donc principalement basées sur les facteurs biologiques. On s'est dit en fait qu'il y a définitivement besoin d'aller ouvrir la discussion sur le rôle plus lié au genre et à la diversité sexuelle et de genre et l'alcool pour les recherches futures. Donc, c'est un peu ça qu'on a tenté de faire aujourd'hui avec cette collaboration. Donc, je vais céder la parole à Mathieu pour continuer là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Antea. Mathieu, fait se prendre la balle au bon, mais merci vraiment d'avoir parcouru là, les différents éléments. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, on va y revenir à la fin, là, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, Antea. Je vais poursuivre aussi sur certaines des idées. Certaines vont être peut-être redondantes, mais ça va l'appuyer d'une autre façon, j'imagine. Mon nom est Mathieu Goyette. Je suis prof à l'Université du Québec à Montréal. Je suis psychologue de formation. Je m'intéresse beaucoup à la consommation et à la sexualité au sens large, avec Georges, notamment dans mes collaborations. Les idées que je vous présente aujourd'hui viennent de réflexions que j'ai eues avec Georges Flores-Aranda, Karine Bertrand, Olivier Ferlat et d'autres personnes, notamment dans le cadre de l'école d'été sur la sexualité, consommation et diversité qu'on a tenu, Georges et moi, avec un ensemble de personnes cet été. Le but, c'est plus de vous donner des idées sur les angles qu'on pourrait aussi aller explorer ou redéfinir en considérant l'évolution des normes par rapport au genre, à la sexualité et à d'autres aspects.
La consommation, ça s'inscrit dans un air du temps donné. On peut le penser par rapport à la guerre aux drogues, à la crise des opioïdes, à l'ouverture des marchés par rapport à l'opium en Chine, qui maintenant est un peu inversé par rapport à l'Amérique et le fentanyl, à tout ce qui était la vie industrielle et la surconsommation d'alcool, qui était une autre façon de voir l'alcool, à notre vision sociale qui est très orientée vers une vision santéiste, de la sexualité, comme quoi, de la sexualité et de la consommation, comme quoi la consommation vient entraver l'idée d'être un citoyen productif à travers tous ces aspects-là. Et en fait, les mêmes constats peuvent être présents par rapport à la sexualité et l'évolution dans l'air du temps, où on se retrouve actuellement dans une certaine redéfinition des configurations relationnelles. Donc, qu'est-ce qu'être en couple? Est-ce que c'est quelque chose de fermé, d'ouvert, d'être à deux ou d'être à plusieurs dans une relation amoureuse? Des différentes réflexions par rapport aux identités de genre, à la non-binarité, à la fluidité de ces aspects-là, à des questionnements aussi qu'on a de plus en plus, non seulement par rapport aux stratégies d'utilisation de stratégies contre le VIH-Sida, mais également entourant la charge contraceptive qui est de plus en plus questionnée, comme pouvant aussi être partagée entre les membres du couple plutôt que de l'apanage de la femme. On a vu aussi dans les années 2010 le mouvement MeToo qui a pris beaucoup d'essor, 2010, la fin 2010, qui a pris beaucoup d'essor, qui a amené à questionner, à redéfinir les notions de consentement, d'agression sexuelle. Il y a des applications de rencontres qui changent aussi la donne au niveau de notre façon d'entrer en relation, qui devient notre façon privilégiée, que ce soit chez les personnes de la diversité sexuelle ou non, de rencontrer des nouveaux partenaires. Et il y a toute la notion aussi qui était déjà présente auparavant, mais qui a été un peu plus explicitée, d'agentivité sexuelle, où on amène beaucoup les personnes à réfléchir à leurs choix, leurs préférences, leur capacité d'agir face à leur propre sexualité, qui peut créer des écarts par rapport aux normes sociales qui étaient auparavant attendues, notamment au niveau des normes de genre, des normes par rapport à la conjugalité, et qui questionnent plusieurs aspects à ce niveau-là. Et dans cette perspective-là, ben, on se retrouve à une interaction entre différentes normes par rapport à la consommation et la sexualité qui nous amène à redéfinir un peu ces liens-là. Donc, on peut se demander comment ces personnes-là vivent leur sexualité en lien à la consommation. Et on sait, par exemple, par rapport à Ellen, qu'il y a d'autres défis dans sa vie, mais que par rapport à sa consommation de cannabis, peut amener à une vision une vision de double standard entre l'alcool et la sexualité et d'autres substances et la sexualité à différents niveaux. On peut se questionner sur la place de la sexualité qui devrait être vécue sous influence à travers une relation de couple. Est-ce que c'est quand il y a un écart par rapport à cette vision-là ou est-ce que c'est quand il y a un problème ou une consommation à risque que là, on devrait l'aborder ensemble? Anthea l'a mentionné, mais tout le regard qu'on a sur la santé du fœtus et de façon secondaire, la santé de la femme et le rôle du conjoint ou de la conjointe à travers cette expérience-là de parentalité à venir et tout notre double message qu'on envoie au niveau des professionnels de la santé entre risque et capacité d'accompagner, de déstigmatiser les personnes qui font le choix de consommer de l'alcool durant leur grossesse. L'alcool est présent dans les milieux festifs. C'est encore un objet de publicité, un peu comme Antea l'a présenté, une norme sociale qui est attendue, et ce, malgré l'évolution aussi des normes par rapport à l'alcool, du sans-alcool. Une de mes étudiantes s'intéresse un peu, va s'intéresser au dating dans les relations amoureuses des jeunes, donc notamment avec cette mouvance-là au niveau de la consommation et de la non-consommation, comment on regroupe ces deux groupes-là. Au niveau des personnes âgées, c'est souvent oublié dans nos études, ben, comment l'alcool et la sexualité sont aussi présentes parce qu'on prend pour acquis qu'à la fois la consommation n'est pas là, mais à la fois elle a un effet plus grand et que la sexualité est tout simplement invisibilisée dans leur situation, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et ce que Antea a dit a drastiquement souvent plus d'impact, la consommation de l'alcool, sur la fonction sexuelle des personnes plus âgées à cause du métabolisme et du vieillissement normal de la population. Donc, c'est tous des questionnements qui peuvent être en effervescence. Ce qu'Antea a dit par rapport au regard qu'on a sur les femmes qui choisissent de consommer de l'alcool est tout à fait juste par rapport aux différents agencements de stigma et aux réponses sociales, que ce soit par rapport à l'identité
Donc, on perçoit que les hommes qui consomment de l'alcool sont perçus comme étant plus forts, plus agressifs, plus en confiance, moins inhibés sexuellement, même plus romantiques, alors que pour les femmes, on les voit plus dans une situation d'impuissance, de passivité et de réceptivité sexuelle. Donc, on a encore cette notion-là par rapport au genre qui est présent. Tout ce qui est par rapport à la notion de rôle dans la famille ou de rôle par rapport aux enfants ne va pas faire porter le même poids aux femmes dans les différentes situations. Et la réaction institutionnelle, que ce soit du corps médical, des agences de protection de la jeunesse, face à des femmes qui boivent et à l'accès aux services, va être complètement différente. Donc, on voit qu'il y a un amalgame de stigmas, de double vision des rôles qui, malgré les changements sociaux qui sont en cours, sont encore présents quand on le croise avec l'alcool dans notre société. Tout ça juxtapose à ce que Antea a très bien présenté sur le fait que les femmes cis hétéros et les personnes de la diversité sexuelle de genre ont des trajectoires de consommation qui sont relativement différentes par rapport aux hommes cis et hétéros dans la société et qu'on n'amène pas nécessairement le même regard. Donc souvent, on va avoir une invisibilisation de la femme qui consomme, qui a un problème de consommation et lorsqu'elle le détecte, on va avoir une surstigmatisation. Les besoins qui sont identifiés sont distincts, mais peuvent aussi être au-delà de ceux qui sont adaptés au genre. Et pour ce qui est des personnes de la diversité, ben, on voit aussi une certaine banalisation de l'alcool, notamment dans des contextes de consommation où d'autres substances sont surreprésentées, ce que Georges et Antea vont présenter un petit peu plus tard. Donc, je m'égarerai pas. Souvent aussi, quand on parle de diversité ou de femmes, on parle aussi d'adaptation, d'intervention de prévention et nos interventions de prévention, souvent, c'est tendance à euh, suridentifier des normes de genre ou des normes associées à notre préconception de la diversité qui font en sorte qu'on n'est pas très bon pour le faire. Donc, en fait, on démontre une incompréhension qui fait qu'on rejoint moins bien ou de façon moins bien adaptée, à tout le moins, les personnes de ces groupes-le cibles-là. Et ça nous amène à devoir repenser cette vision-là des choses. Ce que Georges va parler aussi probablement plus tard, c'est toute la notion, peut-être pas dans ce projet-là, désolé, c'est toute la notion aussi du fait qu'on a très peu d'interventions à la fois préventives, précoces ou de traitement qui vont prendre en considération le genre ou les personnes de la diversité sexuelle au-delà de la notion du sexe biologique et de la notion de l'idée qu'on ne devrait pas consommer de la même façon le même nombre de substances d'alcool. Donc, une fois que c'est dit, souvent cette transformation-là n'est pas faite. Et ce qu'Antea a mentionné au niveau du marketing social est tout à fait vrai. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les images qu'Antea vous présentait, c'était des images qui correspondaient aux normes de genre attendues. Donc, on va dans cette direction-là, mais les publicitaires ont aussi innové en essayant d'intégrer la transformation des notions de genre dans ces aspects-là de consommation. Donc, la notion que les femmes se regroupent pour consommer, les femmes font du sport, la santé et la consommation d'alcool. Donc, il y a comme une espèce de flou et de transformation du genre qui s'opère au niveau des publicitaires, aussi pour rejoindre le genre. Est-ce que, je pense que c'est Gabriel Desjardins, a mentionné dans son rapport, c'est toute la notion d'idée que si on va chercher plus de femmes, ben, en fait, on crée une égalité au niveau de la consommation, mais on augmente l'inéquité par rapport aux risques qui sont donnés face au genre. Donc, ça, c'est toute cette notion-là qui est présente. Souvent, quand on parle de consommation et de sexualité, on oublie la notion qui est plaisante et du plaisir recherché, ce que la plupart des gens vont nous rapporter. Donc, tout qui vient aider à favoriser une relation sexuelle, un plaisir sexuel qui est épanouissant à différents niveaux de l'entrée en fonction, que ce soit l'entrée en relation jusqu'à la résolution de la relation sexuelle, et sont vraiment importantes à considérer, ces notions de plaisir-là, qui se conjuguent souvent à des risques qui ne sont pas les mêmes pour les femmes et les hommes dans notre société. Donc, il y a une étude qui a été faite sur la prévention et les risques perçus auprès d'étudiants universitaires par Mathieu Goujon. Et il voyait vraiment que tu sais, l'alcool au volant, c'était une question d'homme, alors que la violence à caractère sexuel, c'est une question de femme. Mais on peut aussi penser à tout ce qui est les stigmas qui vont être associés à la consommation, à la surconsommation et aux habitudes sexuelles, vont pas avoir le même regard. Donc, c'est pas seulement ce que Anthea dit sur le fait de surconsommer, d'être une femme, mais c'est aussi le fait de s'épanouir au niveau sexuel, d'accepter d'avoir des relations sexuelles sous influence et le regard qui va être porté socialement sur ces conduites-là dans nos rapports de tous les jours.
Comme Antea l'a mentionné, en fait, ben, l'alcool, c'est la drogue la plus souvent associée aux agressions sexuelles, que ce soit chez les personnes victimes ou survivantes ou chez les personnes agresseurs. Et dans 67% des cas, on va voir la présence d'alcool dans ces situations-là. Donc, au niveau social pour les autres et pour soi-même, c'est aussi un risque qui est accru alors qu'on sous-estime souvent cette notion-là. Et ce qu'Antea a mentionné aussi, c'est que la banalisation de l'alcool par rapport à l'importance du GHB dans nos interventions préventives à ce moment-ci a amené un certain déséquilibre dans cette notion-là. Puis même ce qu'Antea soulève, c'est que ça a aussi amené un sentiment d'insécurité qui amène des personnes à prendre plus de risques par rapport à leur consommation d'alcool quant au GHB. Donc, ça amène aussi à devoir re-questionner tout le temps la notion de la place prépondérante de l'alcool dans les violences à caractère sexuel par rapport à d'autres substances. L'alcool est assez cool à ce niveau-là parce que quand on est sous l'effet de l'alcool, c'est pas juste la notion de consentement, mais ça influence beaucoup notre perception, nos attentes quant à la réceptivité, notamment des femmes, à recevoir des avances sexuelles. Donc, globalement, les hommes perçoivent plus les femmes qui ont de l'alcool ou qui sont sous influence d'alcool comme étant réceptives à toute avance, alors que c'est pas nécessairement le cas en tant que tel. Ça va aussi amener, quand on est sous l'effet d'influence, à euh, mal comprendre les signaux d'ambivalence quant au fait de vouloir, ne pas vouloir avoir des relations sexuelles. Et dans ce contexte-là, ça va vraiment amener à persister dans les approches à ce niveau-là. Ça se combine bien entendu à d'autres facteurs qui sont plus individuels, mais malheureusement, encore une fois, dans les stratégies de prévention par rapport aux violences à caractère sexuel, euh, on tend à individualiser la portion de- de- d'être un agresseur, alors que l'alcool joue aussi un rôle dans ces notions-là, tant au niveau de la victime que l'agresseur, et c'est très difficile de passer un message clair par rapport au rôle de l'alcool sans amener l'idée d'une déresponsabilisation du protagoniste qui va commettre l'agression par rapport à la victime dans ce champ-là. Donc, c'est très important. Dans les messages de santé publique, on a beaucoup de difficultés, je pense, à bien faire passer le tout. J'ai hâte de revoir votre site par rapport aux messages qui sont donnés. Et ça s'inscrit encore dans une culture de dating, notamment auprès des jeunes, qui sont très difficiles à intégrer, où l'alcool est présente, est attendu dans nos relations sociales, dans notre façon d'entrer en relation, puis dans notre façon aussi d'entrer dans des relations qui se veulent sexuelles. On présuppose depuis le mouvement MeToo toute l'approche d'un consentement réel, authentique, optimal, mais on peut se questionner en fait sur toute la notion de est-ce que c'est à propos quand on a un consentement sous influence et comment on doit naviguer ce consentement-là. Et dans le fond, c'est beaucoup plus complexe qu'une tasse de thé à comprendre et peut-être qu'on est rendu à un nouveau modèle de consentement, notamment quand on conçoit l'alcool. Et c'est difficile parce que on envoie l'idée que le consentement est dichotomique et clair, toutes les conditions optimales sont toujours réunies, qu'on sait déjà d'avance ce qui va se passer alors que dans une relation sexuelle, ce ne l'est pas, et qu'on va être capable aussi de traverser les normes de genre qui sont liées aux attentes au niveau de la sexualité et à la consommation, ce qui n'est pas nécessairement le cas en tant que tel. Et tout ce qui est la consommation sous influence par rapport à l'influence physiologique, aux attentes à la consommation et aux normes sociales qui sont attendues dans une relation sexuelle, vont venir interférer par rapport à ce consentement réel, idéal qu'on devrait retrouver dans les relations sexuelles données. Face à ça, ben, certains chercheurs ont dit, ben, écoutez, si on enlevait toute la consommation d'alcool, particulièrement chez les femmes, on viendrait abaisser notre taux d'agression sexuelle au niveau populationnel de façon phénoménale. Et il y a plusieurs études qui tendent à suggérer cette idée-là, mais en même temps, on créerait un certain débalancement au niveau de l'iniquité des genres face à l'idée qu'on peut faire un choix éclairé à la consommation d'alcool, puis on fait encore une fois porter le fardeau de la protection face à la violence à caractère sexuel sur la personne qui est potentiellement victime quant à ses choix de vie, quant à la consommation. Donc, toute cette réflexion-là où on devrait peut-être aller vers plus une approche transformatrice du genre, et c'est ce qu'on travaille, Georges, moi, et la SPQ, aussi, je pense, dans ces travaux de recherche, dans ces travaux d'intervention, de prévention, où on tend à faire bouger le mode d'intervention de plus en plus vers une idée qu'il faut
à la fois sensibiliser les personnes face aux risques qui sont spécifiques au genre, mais aussi en même temps questionner les normes de genre qui sont liées à la consommation, à la sexualité, aux stigmas qui sont associés à ces aspects-là, à la fois chez les femmes et chez les autres personnes, les femmes, les personnes de la diversité sexuelle, mais aussi chez les hommes parce qu'ils composent aussi la société. Donc, c'est un peu ce modèle-là qu'on a vu naître par rapport aux agressions sexuelles où les hommes sont pas juste vus dans un protagoniste d'agresseur, mais aussi d'agents transformateurs et de personnes qui peuvent se questionner par rapport aux normes, par rapport à la sexualité. Et on devrait peut-être faire le même type de mouvement quand on parle de consommation sous influence, de violence à caractère sexuel et de stigmatisation qui sont associées à ce type et à ce mode de consommation-là. Quand on parle aussi de consentement réel, ben, il y a aussi toute la remise en question de l'idée que c'est très peu applicable dans la plupart des cas, mais particulièrement sous influence, et que les personnes nous disent qu'ils souhaitent quand même euh, poursuivre d'avoir des relations sexuelles sous influence de l'alcool. Donc, comment on fait cette réflexion-là? On n'est jamais dans une autonomie complète, dans un contrôle complet de nos relations. Puis, ce que Kukla amène, et c'est une idée qui avait été amenée par Maxi Godette à l'école d'été, c'est toute la notion de comment on peut aller plus loin dans la réflexion et comment, quand il y a plus de risques qui sont liés au consentement, plus d'interférences, plus de perte d'autonomie, il faut réfléchir à un échafaudage d'éléments à la fois individuels des protagonistes dans la relation et sociales pour protéger davantage les personnes qui choisissent d'avoir une relation sexuelle sous influence de l'alcool, pour essayer d'avoir une vision plus réaliste d'un consentement qui correspond à ce qui devrait être attendu dans ces notions-là. Donc ça, c'est une notion qui est de plus en plus qui réfléchit dans différents contextes, mais qui devrait peut-être aussi entrer dans la notion de consentement sous influence. Finalement, dans un éditorial que Jean-Sébastien Fallu a récemment publié dans Drogue, Santé et Société, il amène l'idée aussi, puis ça correspond un peu à ce que je propose ici, d'avoir une approche un peu plus positive par rapport à la consommation d'alcool et en étant moins orienté sur les risques, mais plus sur le plaisir, l'éducation à consommer dans différents contextes et de se baser sur ce qu'on a fait dans l'éducation à la sexualité de façon générale, sur la gentilité sexuelle, sur les stratégies de protection par rapport au VIH-Sida, quant à la responsabilité collective, les choix individuels, la possibilité de viser, et pas nécessairement être seulement orienté vers le risque, mais aussi sur le plaisir, l'autonomisation, la gentilité sexuelle et de consommation, qui pourrait être aussi quelque chose qui est de plus en plus exploré, parce que la part des risques ne correspond pas à l'expérience de sexualité sous influence qui est décrite par les personnes qui la vivent dans la plupart du temps. Donc, tout changer le vocabulaire par rapport à la sécurité, par rapport au plaisir, pourrait prendre beaucoup plus d'accent dans les interventions qui sont données. Plusieurs recommandations peuvent être formulées face à ces idées-là, puis face au constat aussi de la documentation scientifique. D'être de plus en plus aussi dans une approche inclusive de la diversité de genre et sexuelle, notamment au niveau d'approches anti-oppressives, intersectionnelles, transformatrices du genre. Euh, Intégrer les notions de sentiment de sécurité. J'ai bien aimé ce que la SPQ a présenté par rapport à cette notion-là parce que le monde ne souhaite pas éviter des risques, il souhaite être dans une expérience de sécurité qui favorise le plaisir. Donc, connecter avec cette vision-là de sécurité souhaitée, c'est quelque chose d'important pour les personnes dans la visée qui va être donnée. Euh, Réfléchir comment on peut, dans toutes les interventions qui vont être offertes, tant au niveau de la promotion de la santé que de la prévention, à transformer les biais d'inéquité en lien au genre, en lien à la diversité sexuelle, reconnaître le rôle de l'alcool, mais aussi adopter une responsabilité collective, ce qui est un peu en porte-à-faux par rapport au message qu'on envoie par rapport à la consommation d'alcool, où on dit que ça devrait être un choix individuel. Mais quand on parle de violence à caractère sexuel sous influence, c'est aussi une responsabilité collective, c'est pas seulement un choix individuel dans ces situations-là. Et aborder le tout pour favoriser une reconnaissance possible de cette responsabilité collective, à la fois pour l'individu, la société, le couple et l'industrie aussi.
Plusieurs messages peuvent être aussi véhiculés à l'industrie qui est important à reconnaître. Donc, comment les images rapportées transforment, correspondent ou corrompent un peu la vision du genre qu'on veut donner. Leur faire comprendre aussi que ben, quand ils essaient d'augmenter leur public féminin, ils augmentent aussi les iniquités de genre en tant que tel. Donc, ils créent une société qui est de moins en moins égalitaire. Leur faire comprendre que ben, peut-être qu'éventuellement, il va falloir aussi avoir des messages de prévention, un peu comme on voit par rapport au tabac, sur l'alcool, peut créer des contextes favorables à l'agression sexuelle ou à d'autres, peut créer de l'impuissance parce que les liens avec la sexualité sont de très bien établis à l'intoxication à travers le temps. Et s'assurer aussi que quand ils font des activités avec les milieux festifs, ben, que des mesures de prévention favorisent un sentiment de sécurité. Que ces éléments-là soient véhiculés aussi dans les débits d'accès aux boissons comme la SAQ, ce qui est parfois difficile à avoir jusqu'à un certain point. J'ai-tu le temps pour la fin? Non, je pense que ça résume beaucoup les points qui sont donnés. Vous en prendrez connaissance tranquillement. À tête reposée. Mais l'idée, c'est qu'on a beaucoup d'actions qui peuvent intégrer ces notions-là de genre, de sexualité, dans une vision d'équité, de transformation, qui est en phase avec ce qu'on propose au niveau social actuellement. Si vous avez d'autres questions, ben, je vous invite à consulter le site de la SPQ, le site de l'AGID, qui est une chaire de recherche menée par Karine Bertrand directement sur le genre et la sexualité. Celle de Georges, je vais laisser la présenter. Et notre comité de pratique Intersection, qui est menée par l'AIDQ sur la sexualité et la consommation, qui a une centaine de membres à chaque année. Donc, si vous voulez approfondir ces connaissances-là, n'hésitez pas à vous joindre à nous, en fait, qui va devenir vous. Merci beaucoup. Et je passe le relais à Georges. Je vais arrêter mon partage. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, je suis désolé, j'ai un rhume, alors j'ai une voix un peu enrhumée, donc vous me pardonnerez. Et sans doute, je vais devoir arrêter pour prendre de l'eau et tousser. Mais voilà, ensuite, Anthea prendra le relais. Voilà, je m'appelle Georges Perez-Saranda, je suis professeur à l'École des travail social à l'UQAM et aussi titulaire de la chaire des recherches du Canada, TRADIS pour trajectoire, diversité, substance. Et voilà, je mène des travaux qui s'intéressent en fait au lien entre la consommation de substances, la sexualité, les personnes et la liberté sexuelle et des genres. Je collabore beaucoup avec Mathieu Goliette, effectivement, et puis d'autres fabuleux collègues. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qu'on a mené sur la consommation d'alcool chez les jeunes queer, donc chez les jeunes des communautés de SLGBTQ+. Et si on peut passer à la prochaine diapo. Voilà, merci. Donc, le projet est parti du constat, en fait, que les personnes de la diversité sexuelle et des genres, elles ont des trajectoires de vie qui sont marquées par différents jalons importants. Un de ces jalons-là est, par exemple, la prise de conscience d'avoir une orientation sexuelle différentes de celles de la majorité ou d'avoir, par exemple, une identité des genres aussi différente de celle de la majorité. Il y a aussi des processus pendant lesquels il y a une acceptation de l'orientation sexuelle, l'identité des genres, des processus de dévoilement, des socialisations dans le milieu. Évidemment, ces trajectoires-là ne sont pas linéaires. Et puis, elles sont influencées par une série de facteurs, que ce soit les caractéristiques personnelles euh, des jeunes. Il y a aussi ben, le contexte dans lequel ces jeunes vivent. Actuellement, vous comprendrez ce qui arrive aux États-Unis, mais aussi ici, ce n'est pas nécessairement très encourageant pour les jeunes, notamment les jeunes trans. Et on voit aussi que au cours de ces grands jalons, de ces trajectoires, parfois les personnes sont en contact avec différentes substances, dont l'alcool, qui est évidemment la substance la plus commune, la plus courante. Et
Jusqu'à maintenant, on a beaucoup utilisé une théorie qui s'appelle celle du stress des minorités pour expliquer pourquoi les gens de la liberté sexuelle, la pluralité des gens consomment davantage que le reste de la population. En revanche, il y a des critiques à uniquement se pencher sur la consommation de ces personnes-là en utilisant simplement la théorie du stress minoritaire parce que voilà, tout le monde ne vit pas ces stress de la même façon. Il y a évidemment des facteurs personnels, des facteurs d'oppression aussi qui peuvent faire en sorte que les gens vont vivre différemment un stress chronique du fait d'appartenir à un groupe minoritaire. On vit aussi dans un contexte qui est quand même malgré tout cis-normatif et hétéronormatif, donc où on va davantage donner la place donc, aux personnes cisgenres et aux personnes hétérosexuelles. Et voilà, il y a évidemment une conséquence importante donc, de cette situation, autant sur la santé mentale que sur la consommation de substances. On sait que les personnes de la diversité sexuelle et les genres aussi vont avoir une forme de consommation qui est différente. Par exemple, il va y avoir plus des épisodes de binge drinking, donc une consommation des grandes quantités en peu de temps. Elle peut être aussi liée aux expériences de stigmatisation, de discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou l'identité des genres. Euh, mais étonnamment, en fait, il y a peu de données sur la consommation d'alcool chez ces jeunes-là. Et donc, c'était un peu à ce manque de connaissances que ces projets a essayé de répondre. On va aller à la prochaine diapo. Oui, merci. Donc, les objectifs du projet, on ne va pas parler de tous ces objectifs-là, on va parler surtout de l'objectif de les liens entre les stigmatisations, mais le projet voulait en fait comprendre quelles étaient les relations entre la consommation d'alcool et les trajectoires de vie à partir de la signification que les personnes de la diversité sexuelle et des genres ont donnée à leur consommation de l'alcool. Et on voulait voir aussi comment ces expériences de discrimination modulaient ou pas leur consommation d'alcool. Et à partir de là, on a aussi exploré différents facteurs. Donc, on a fait une étude qualitative descriptive qui était appuyée sur une approche interactionniste symbolique. Ça veut dire qu'en fait, on regardait les différents liens que les personnes voyaient entre leur propre contexte de vie et le reste de la société. On a rencontré 31 personnes non hétérosexuels qui étaient âgés entre 18 et 30 ans et qui consommaient l'alcool au moins une fois par semaine. Donc, on a recruté des personnes qui avaient une consommation régulière, mais pas nécessairement soutenue. Donc, on voulait des personnes qui consommaient au moins une fois par semaine. On a recruté par le biais d'organismes communautaires avec qui on collabore depuis longtemps, mais aussi dans les milieux universitaires, dans des lieux de socialisation sur les réseaux sociaux et aussi par bouche à oreille. Et on a fait donc avec ces 31 personnes des entrevues qui ont duré en moyenne 90 minutes, qui portaient en fait sur leur trajectoire de vie, sur les différents moments où ils ont vécu des questionnements par rapport à l'orientation sexuelle, l'identité des genres. Et on a vu aussi les trajectoires des consommations. On a posé des questions également sur leurs réseaux sociaux et les expériences de stigmatisation que ces personnes avaient vécues aux différents moments de leur trajectoire de vie. Et on a aussi, pour caractériser l'échantillon, on avait un questionnaire sociodémographique et on a aussi demandé aux personnes de compléter un questionnaire qui s'appelle l'ACIS, qui permet en fait de voir le niveau de consommation d'alcool. Et les résultats peuvent être divisés en trois, soit une consommation qui n'a pas de risque, une consommation à faible risque et qui nécessite éventuellement une intervention brève et une consommation à risque où la personne devrait être référée vers un service spécialisé. Euh, En termes d'orientation sexuelle, vous verrez que les réponses étaient non mutuellement exclusives. L'âge moyen des participants était 25 ans. La plupart d'entre eux se définissaient soit comme bisexuels ou pansexuels et une proportion un peu moins importante comme homosexuels. En termes d'identité des genres, il y avait euh,
presque 42% qui s'est définie comme une femme cisgenre et petit peu plus d'un quart comme une personne non-binaire. Après, il y avait aussi différentes étiquettes que les gens se sont collées elles-mêmes par rapport à leur identité. Donc, c'était vraiment des questions ouvertes et les gens pouvaient répondre comment ils se définissaient en termes de leur orientation sexuelle ou identité des genres. Donc, comme je vous disais, c'était vraiment des catégories qui étaient non mutuellement exclusives. Donc, on a des personnes qui se définissaient sur plusieurs catégories, autant sur le point d'identité sexuelle que l'identité des genres. Pour ce qui est du questionnaire Assist, il y avait en fait une majorité de personnes, 58% de personnes qui, selon le questionnaire Assist, avaient un score qui aurait dénoté la nécessité d'avoir une intervention. Bref, mais il y avait quand même des personnes qui se situaient près d'un tiers qui n'avaient pas besoin nécessairement d'une intervention. Et voilà, presque 10% qui auraient eu besoin d'une intervention intensive. Donc, Donc, je pour le vais reste, je vais passer la parole à Théa. Merci. Désolé encore pour cette voix. Oui, donc c'est ça, je vais vous présenter les principaux résultats qui sont sortis de cette étude. En fait, on a procédé à une analyse thématique des entretiens qu'on a conduits avec les 31 participants. Donc, l'idée d'une analyse thématique, c'est vraiment de faire ressortir les thèmes principaux qui étaient récurrents à travers les différents narratifs des participants. Et donc, un des thèmes qui est vraiment beaucoup ressorti, c'était l'alcool qui était mobilisé comme une stratégie d'adaptation pour faire face à différentes émotions associées au vécu queer. Donc, notamment en lien avec la période de questionnement, donc la prise de conscience de l'identité sexuelle et de genre ou de genre là, par les jeunes, la stigmatisation générée par le contexte cis-hétéronormatif, donc le fait de se sentir justement en marge de la majorité. D'ailleurs, je vous ai sorti des citations, c'est ce que Ambre, une participante lesbienne queer, nous expliquait en fait que sa consommation d'alcool est principalement liée à son anxiété. Donc, on voit ici que l'alcool est mobilisé pour faire face à des émotions négatives, mais ces émotions négatives-là, elle les explique entre autres par le sentiment d'être invisibilisé au quotidien à travers son identité. Donc, ça, c'est directement lié là, donc, au contexte cis-hétéronormatif qui génère une forme de stress chez nos participants. Euh, Ensuite, il y avait plusieurs personnes qui ont rapporté utiliser donc l'alcool pour faire face à la stigmatisation qui peut être vécue pendant la transition de genre. Pour certains participants, l'alcool était mobilisé pour diminuer le sentiment de dysphorie de genre. Et pour d'autres, donc, c'était vraiment une façon de faciliter le dévoilement ou de diminuer les émotions négatives associées à la crainte du dévoilement, donc du coming out. C'est ce que Victor aussi nous expliquait, donc, qui a constaté une escalade de sa consommation d'alcool vers 15-16 ans, qui est à peu près la même période où ben, il dit voir le coming out arriver. Et donc, la consommation d'alcool aurait été mobilisée par Victor pour être un facilitateur pour gérer ces émotions-là, qui étaient notamment associées à de la détresse psychologique. Ensuite, l'alcool était beaucoup mobilisé pour faciliter l'exploration de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Donc, pour ce qui est de l'identité de genre, on avait des participants qui faisaient beaucoup de liens, en fait, entre leur consommation d'alcool et la performance du genre masculin au féminin. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de stéréotypes genrés là, associés à la consommation d'alcool. Luna nous a apporté des réflexions vraiment intéressantes là-dessus, notamment le fait que, bon, dans la société, on associe beaucoup la consommation d'alcool masculine de manière plus impulsive, moins contrôlée, un peu comme nous expliquait Mathieu dans sa présentation. Tandis que du côté plus féminin du spectre, donc on est beaucoup plus dans la restriction et le contrôle dans la consommation d'alcool. Et donc, cette personne-là nous racontait que sa consommation, elle avait été beaucoup mobilisée, beaucoup influencée, pardon, par ce stéréotype-là, donc en fonction de où est-ce qu'elle se situait sur le spectre du masculin au féminin.
Donc, lorsqu'elle se situait sur le spectre masculin, elle rapporte consommer beaucoup plus d'alcool parce que c'était une forme de performance de la masculinité. Tandis que quand elle explorait plus le côté féminin ou euh, lorsqu'elle a fait son coming out gay en incarnant une identité un peu plus twink, donc qui peut s'associer à quelque chose de féminin, là, si on veut, il y a eu comme un arrêt de la consommation. Euh, pour d'autres participants, c'était plus lié à l'exploration de l'orientation sexuelle, donc simplement que la désinhibition qui est générée par la consommation d'alcool permet de diminuer la gêne face à la nouveauté et donc de faciliter les rencontres intimes et sexuelles avec des personnes du même genre pour les personnes pour qui c'est pas euh, une habitude. Donc, c'est ce que cette participante-là aussi nous expliquait. Donc, qu'il y avait plus de consommation d'alcool dans les cas où elle osait aller à la rencontre de filles simplement parce qu'elle a moins l'habitude et donc que les contextes d'intimité ou de sexualité avec les filles, c'est de la nouveauté. Et donc, pour faire face à cette nouveauté-là, le stress que ça génère, ben, il y avait recours à l'alcool. Il y a aussi beaucoup de liens qu'on peut faire et que les participants ont fait entre la consommation d'alcool et le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc, l'appartenance à la communauté queer était, dans plusieurs cas, un facteur d'augmentation de la consommation, mais dans certains cas aussi, c'était un facteur de diminution de la consommation, ce qui est assez intéressant. Donc, on a des participants qui nous racontaient que le fait d'être isolé de la communauté, donc avoir un sentiment de solitude, avait tendance à augmenter la motivation à boire de l'alcool. Donc, c'était le cas pour Gabriel, mais aussi pour Happy, qui, bon, est un participant qui est issu de l'immigration et qui nous explique qu'il y a vraiment un fort lien entre sa consommation d'alcool et le contexte d'immigration, donc le sentiment de solitude en arrivant au Canada, de ne pas tout de suite être affilié à la communauté, de ne pas savoir comment rentrer dans la communauté. Donc, le sentiment de solitude avait tendance à augmenter l'envie de consommer de l'alcool, mais le fait de rechercher aussi à intégrer la communauté, ça passait beaucoup par la consommation d'alcool. Happy nous explique aussi comment le contexte entre le pays d'origine et le pays et le Canada est complètement différent. Donc, il y avait vraiment un processus d'adaptation et d'apprentissage de nouvelles normes associées à la communauté. Happy venait d'un pays où l'homosexualité était illégale, donc les groupes de femmes bi, de femmes lesbiennes sont très restreints et c'est pas la même façon de se rencontrer, de se retrouver. Et donc, le fait de devoir faire cet apprentissage-là d'une toute nouvelle culture, en fait, ici, aussi avait contribué à la consommation d'alcool. Certains participants nous racontent aussi que le fait d'avoir de socialiser dans des lieux de consommation qui sont spécifiques aux personnes queer augmentait le sentiment de sécurité et donc ça avait tendance à augmenter la consommation d'alcool, tandis que dans les contextes pas queer, donc plus des lieux de socialisation cis hétéronormés, la crainte associée à la possibilité de vivre la discrimination était tellement forte que ça avait tendance à diminuer la consommation d'alcool pour rester plus vigilant à d'éventuelles violences. Et à l'inverse, donc, pour certains participants, être entouré de personnes de la communauté, ça renforçait le sentiment d'être confortable, d'être à l'aise, et donc ça diminuait le besoin de consommer par anxiété sociale ou inconfort. Euh, Aussi, par rapport à l'exploration et les rencontres intimes et sexuelles, on voyait beaucoup de liens. Donc, la désinhibition associée à l'alcool, ça diminue la gêne, ça facilite donc l'exploration de la sexualité. Euh, mais il y avait aussi certains de nos participants qui étaient donc non cisgenres, qui nous ont qui ont abordé beaucoup de liens en fait entre la consommation d'alcool et la dysphorie de genre. Donc, l'alcool était mobilisé comme une stratégie pour diminuer la dysphorie de genre et ça, entre autres, pour faciliter les rencontres sexuelles et intimes, notamment avec des personnes cisgenres et que, donc, pour certains participants, les relations entre personnes trans diminuaient ce besoin-là de consommer de l'alcool. C'est ça que notre participant Van B nous expliquait, donc que
est présentement dans sa première relation avec une personne trans et qu'il ne ressent plus le besoin d'avoir à expliquer toutes les choses qu'il sentait qu'il devait expliquer aux personnes qui sont cisgenres. Donc, il ne partage pas son expérience en tant que personne trans. Et donc, dans cette relation entre personnes trans, il se sent confortable d'exprimer autant son côté masculin que son côté féminin et que, donc, il y a moins ce besoin-là de consommer de l'alcool dans l'objectif de sortir de son corps le temps d'une rencontre intime. Puis finalement, donc, il y avait aussi beaucoup de liens qui ont été soulignés entre la consommation d'alcool et la culture spécifiquement queer. Donc, il y avait un rôle important en lien avec les lieux de socialisation, mais aussi avec les productions culturelles spécifiquement queer. Donc, au niveau des lieux de socialisation, ben, la majorité des lieux de socialisation qui sont disponibles pour les jeunes queers, c'est surtout des espaces festifs, des bars ou, bon, des lieux qui font la promotion de la consommation d'alcool. Et donc, il y a un désir d'investir les espaces qui sont spécifiquement queer par les jeunes et forcément, ben, ça vient avec une consommation plus que c'est ça les lieux qui sont disponibles. Donc, il y a un désir de renforcer le sentiment d'appartenance et de revendiquer son identité. C'est ce que Raphaël nous expliquait, qui est aussi un participant qui était issu de l'immigration. Il nous explique que le fait de faire partie de la communauté, il sort davantage, d'une part parce qu'il a envie de montrer qu'il est là dans le village, mais aussi parce que le village, c'est notre espace aux personnes de la communauté et que c'est important d'investir ce lieu-là. Il rapporte aussi que c'est pour ça qu'il est venu ici, parce que le village est connu mondialement et donc ça donne envie d'investir ce lieu-là et donc de sortir dans le village, ce qui forcément augmente les contextes de consommation. On a aussi plusieurs participants donc, qui nous ont parlé du rôle de la culture queer, notamment en lien avec les productions culturelles, donc beaucoup à travers la culture de la drague. Donc, on a un participant qui nous rapporte que dans plusieurs émissions telles que RuPaul, Drag Race, on voit beaucoup de consommation d'alcool, beaucoup de normalisation de cette consommation d'alcool-là. Puis on a aussi Marc, qui était un participant donc, qui était bien ancré dans le milieu de la drague, qui rapporte que donc, les dragues ont tendance à faire des spectacles principalement dans des bars et qu'elles vont souvent beaucoup consommer d'alcool et même inciter les gens à consommer. Donc, on va voir beaucoup de jeux d'alcool, des tournées de shooters ou simplement un rappel constant au public d'aller toujours consommer davantage d'alcool. Donc, ça, c'était les grandes lignes de ce qui est ressorti du projet. Donc, en fait, les résultats qu'on a ressortis sont en concordance avec la documentation scientifique disponible à ce jour. Donc, on voit vraiment que la consommation d'alcool est généralement plus élevée chez les jeunes, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Puis, donc, elle est marquée par des facteurs qui sont tant individuels, communautaires que culturels et que ces facteurs-là vont varier à différents moments de leur trajectoire de vie en tant que jeune queer. Donc, il y a l'influence donc, de l'émotion, des émotions en lien avec les questionnements sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais beaucoup de liens qu'on peut faire aussi entre la consommation et l'influence de l'expérience de stigmatisation ou de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte. On voit qu'il y a un fort lien aussi entre les contextes de socialisation propres à la communauté queer et les facteurs culturels de la communauté. Donc, on voit l'importance aussi d'investir dans le développement de lieux de socialisation qui ne seraient pas uniquement centrés autour de l'alcool. Il y a un désir aussi de la part de la communauté de varier ces lieux-là. Puis, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que, contrairement à ce qui est généralement transmis comme message là, dans les données disponibles, le sentiment d'appartenance à la communauté ne contribue pas uniquement à l'augmentation de la consommation, mais dans certains cas, va contribuer à diminuer la consommation et donc avoir accès à la communauté, avoir accès à des lieux de socialisation qui sont sécuritaires, va agir en fait comme facteur de protection. Et donc, ça vaudrait la peine de, je pense, investiguer davantage ce genre de lien-là et comment est-ce qu'on peut mobiliser ces facteurs de protection-là pour contribuer à mieux accompagner les communautés queer dans une consommation éclairée. Donc, si vous voulez lire l'article complet, on a la référence ici. Puis, si vous avez des questions, ben, vous pouvez contacter Georges ou moi. Donc, merci. Merci énormément, Anthea, Georges, Mathieu. Mon Dieu, des belles réflexions, je pense, qui nous poussent justement à ouvrir sur d'autres pistes de recherche. Donc, merci d'avoir été parmi nous et je garde les personnes en ligne, en fait, pour une période de questions.